Bonjour Stéphane Arino-Rossou. Bonjour Carole Olaye, bonjour Seth Atemi, bonjour téléspectateurs, bonjour et auditeurs de Diaspora FM. Bonjour Seth. Bonjour Atemi. Carole, bonjour à nos amis téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Bon. Bonjour Stéphane. Alors je vous épargne ce matin de l'autre prénom. Alors nous allons démarrer par des sujets politiques. Nous n'avons pas le choix, c'est d'ailleurs l'actualité phare de ce matin. Il s'agit des nombreux soutiens au candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadani, et la vice-présidente, l'actuelle vice-présidente Mariam Tchabi Talata. Premier sujet donc à débattre, grande rentrée politique de l'Union progressiste, le renouveau, un rendez-vous de réflexion prospective et stratégique à Abomey-Calavi. Alors ma toute première question va s'adresser à Seth Atemi. Cette initiative traduit-elle une stratégie de consolidation interne ou de conquête électorale, puisque nous sommes dans la période électorale? Oui, tout à fait. Je pense que c'est à la fois les deux et même au-delà, je dirais. Une consolidation interne parce que après être allé aux différentes élections, les précédentes, les communales et puis les législatives, il était temps pour ce parti-là de pouvoir se poser un instant, de faire les réflexions, de pouvoir serrer les brèches là où il faut pouvoir les serrer, resserrer davantage les liens, revoir les stratégies pour un meilleur résultat à l'issue de la présidentielle à venir, puisque c'est la dernière élection à laquelle ils y vont. Mais pour cette élection des présidentielles, ils n'y vont pas en tant que parti, ils y vont en tant que, on va dire, un parti de la mouvance présidentielle qui soutient le candidat de la mouvance présidentielle. Donc il faut faire les choses de façon, on va dire, quelque peu autre. Et il était temps pour ce parti-là de pouvoir faire le point, on va dire, à mi-parcours de ces élections générales que nous vivons depuis le 11 janvier dernier, afin de pouvoir mieux la finir. Je trouve également que c'est une stratégie politique, parce que oui, on parle de rentrée politique. Et donc quand il y a une rentrée politique, on fait l'évaluation de tout ce qu'on devrait faire durant cette année politique qui est en train, je vais dire, de démarrer au cours, enfin, qui a démarré, disons, depuis le mois de janvier dernier. Donc il faut faire le point, il faut lancer les perspectives et voir ce qu'il y a à faire pour l'Union progressiste Le Renouveau en cette année 2026, notamment au niveau des différents maires qui ont été élus pour l'UPR, notamment au niveau des différents députés qui ont été élus pour l'UPR, également revoir par rapport à la vision Bénin à l'AFIA 2060, quelle serait la part de l'UPR au niveau des communes, au niveau également de l'Assemblée nationale, pour contribuer davantage à réussir cette vision-là. Donc il y a tout ça à faire, et au-delà de ce travail politique qu'il faut faire également, il faut voir le voisinage que nous avons, que l'UPR a avec son frère siamois, le BR, avec ses autres frères qui sont Moël Bénin et j'aurais cité le parti RN, mais le parti n'existant plus. Il faut citer uniquement Moël Bénin et éventuellement les forces Cori pour un Bénin émergent, étant donné que jusqu'à présent, ils ont un accord de gouvernance avec ce parti-là. Il faut, au-delà de tout ça, voir ce qu'il y a à faire pour mieux accompagner le président qui sera élu à la fin du scrutin du 12 avril à venir, que ce soit le leur ou l'autre. Il faut réfléchir à tout ce qu'il faut faire pour mieux l'accompagner. Donc je trouve qu'il était de bon temps pour l'Union progressiste de Renouveau de pouvoir faire cette rentrée politique-là. Et les points qui ont été inscrits au cœur des discussions et des communications qui ont meublé cette rentrée politique, pour moi, étaient de bons points. Il y en a certains sur lesquels on va sans doute revenir tout à l'heure, oui, qui concernent la façon dont la gestion devrait se faire au niveau des municipalités et qui concernent encore, en outre, la façon dont le député élu devrait davantage travailler
pour ne pas être en discontinuité avec le peuple qu'il a élu. Nous y reviendrons donc cet Atemi. En attendant, je donne la parole à Stéphane Achinom-Rossou. La même question pour vous. Est-ce que cette initiative traduit telle une stratégie de consolidation ou interne au sein du parti, je veux dire, ou de conquête électorale? Bon, comme le disait, je pense que c'est évidemment les deux stratégies de recherche de cohésion, dans la mesure où nous venons de traverser, je veux dire, deux élections communales, élections législatives, et ces élections, il a fallu positionner des gens, forcément des positionnements qui ont suscité des mécontentements. Il y a eu un certain nombre de choses qui se sont déroulées sur le terrain dont il fallait, au cours de cette rencontre, au niveau de ce parti-là, donc de se voir, d'arrondir les points et de déblayer le terrain, de taire peut-être les remous, les frustrations qu'il pourrait y avoir, je veux dire, à l'interne, avant d'amorcer la prochaine élection présidentielle. Et donc je veux dire aussi que le timing est quand même bien trouvé, parce que cette rentrée est positionnée entre deux élections. Entre deux élections, je pense que c'est quand même bien réfléchi, parce que ça permet au parti de faire le point, comme le disait un confrère dans sa titraille ce matin, de faire le point et de faire des projections sur l'avenir pour voir, je veux dire, la conduite à tenir sur le terrain. Conquête du pouvoir, évidemment, parce que l'UPR est quand même le plus grand parti sur l'échiquier politique national aujourd'hui, et nous abordons dans quelques semaines un autre virage, donc celui de l'élection présidentielle, et ce parti a quand même son mot à dire par rapport au duo candidat Wada-Italata, et donc forcément des stratégies seront définies par cette formation politique, et pour aborder sereinement, méthodiquement cette élection présidentielle-là. Surtout que l'équipe de campagne a été déjà mise en place, donc forcément le parti va profiter pour peut-être donner des orientations, affiner des points de vue pour aborder sereinement cette élection-là. Cet Atemi, le thème retenu pour cette rencontre, Bénin Alafia 2060, c'est maintenant ensemble pour un monde de splendeur. Alors, ma question, le thème retenu révèle-t-il davantage d'un simple slogan de mobilisation ou d'un projet de société électorale? Non, je pense qu'il va au-delà du slogan de mobilisation. Le slogan qui est choisi entre un peu en ligne de compte avec l'actualité du moment. Vous savez, depuis peu, nous avons lancé la vision Bénin Alafia 2060, un monde de splendeur, auquel toutes les communes, auquel tous les élus au niveau des municipalités, autant qu'au niveau législatif et même au niveau exécutif, tout le monde devrait pouvoir s'accorder pour réussir cette vision-là. Et donc, il est de bon ton, il est totalement, je dirais, naturel qu'un parti politique comme l'Union progressiste Le Renouveau puisse, de sa rentrée politique, choisir cette thématique-là pour inscrire ses élus au niveau des communes et également au niveau de l'Assemblée nationale dans cette vision de 2060 qui va se réaliser dans environ 35 ans. Donc c'est totalement pour répondre un peu à l'actualité que nous avons cette thématique-là. Mais au-delà de la thématique, que je ne voudrais pas ici voir comme un simple slogan, il y a cette volonté-là de pouvoir non pas seulement s'aligner derrière une thématique, mais de travailler pour qu'elle puisse être une réalité désormais. C'est pour ça que j'ai estimé que les travaux qui ont meublé cette rentrée politique-là étaient de bons travaux, parce que ce sont des travaux qui ont quelque peu montré aux uns et aux autres quelle devrait être leur contribution pour avoir une meilleure efficacité dans le résultat final qui est attendu par rapport à cette vision Bénin Alafia 2060. Et ça part petitement, ça part sur la première année déjà, ça part ensuite sur la deuxième année, la troisième, etc. J'ai bien envie de dire un projet qui suppose une continuité politique au Bénin. Exactement, un projet qui
je veux dire, qui exige, même j'ai envie de dire, une continuité politique au Bénin. Mais est-ce réaliste? Le projet, il est réaliste. Si je ne m'en tiens qu'au projet, il est réaliste. C'est vrai que quand on l'observe sur le résultat... Mais que ce soit une continuité politique sur plusieurs années, est-ce réaliste? Oui. Si je prends en compte le simple fait que la machine qui est là actuellement a pu positionner un dauphin qui va prendre le relais à partir du 12 avril à venir, se trouvant au niveau de l'exécutif et qui se trouve être sorti de la manche de celui qui est là actuellement, je trouve que c'est une continuité, ne serait-ce que sur ce point-là. Si je prends en compte l'Assemblée nationale qui a été mise en place, la 10e législature qui a été mise en place dernièrement et qui se trouve être composée du parti Union progressiste Le Renouveau et du parti Bloc républicain, qui sont tous deux les partis de la mouvance présidentielle. Je trouve que nous sommes dans cette continuité-là. Et si je viens au niveau local maintenant et que je prends au niveau des municipalités, le fait que la plupart des élus soient ou des membres de l'UPR et du BR, je trouve que c'est toujours une continuité, ne serait-ce qu'au niveau de l'idéologie, de la vision qui est portée par le parti se trouvant au pouvoir actuellement. Donc, sur ces trois points de vue-là, exécutif, législatif et communal, je pense qu'on est en droite ligne avec la vision qui doit être, cette vision de continuité qui doit pouvoir continuer. Maintenant, vous me parlerez des institutions de la République. C'est eux qui font les présidents et les membres des institutions de la République. Donc, forcément, à ce niveau-là également, cette vision-là doit être suivie. Le seul hic qu'on pourrait avoir par rapport à cette continuité ou non, c'est l'accompagnement du peuple. Maintenant, si on doit se dire que nous sommes dans un système partisan et que les partis politiques sont composés de leurs membres qui se trouvent être la population ou le peuple en question, on peut dire qu'on est totalement en adéquation et en accord avec cette vision de continuité, pourvu que les choses soient mieux expliquées aux uns et aux autres, que chacun puisse savoir, nous, population, puissions savoir quelle est notre façon de pouvoir mieux accompagner cette vision et que les élus puissent davantage savoir quelle est leur contribution pour pouvoir mieux porter cette vision afin qu'au fil des 35 années à venir, nous puissions réaliser le rêve qui nous a été présenté au dôme du Sofitel il y a peu, je crois que c'était en février dernier. C'est vrai que quand on regarde un peu les résultats sur 2060, on se dit purée, c'est un peu utopique. Alors, ma question, quelle garantir pour que cette prospérité envisagée soit inclusive et durable? Non, le gage ou le garantie, si vous préférez, c'est, on va dire, la bonne volonté et la bonne conscience de chacun des membres je veux dire, de la chaîne qui doit faire le travail là. Et quand je parlais tout à l'heure, la chaîne a été définie depuis le haut, l'exécutif, jusqu'au bas, qui se trouve être le peuple. C'est à chacun des niveaux. Premièrement, au niveau de la présidence et du gouvernement qui sera installé à la suite de l'élection du président, la façon dont les travaux se feront. Deuxièmement, au niveau du législatif, au niveau de l'Assemblée nationale, que l'on puisse respecter véritablement les choses. Il est prévu dans les règles qu'au bout de chaque année, je crois, ou de 3 ans, je ne sais plus, Stéphane pourra m'aider à me corriger tout à l'heure, il est prévu de pouvoir faire un bilan et de savoir est-ce que les clauses sont respectées par les uns et puis par les autres. Est-ce que les maires font bien le travail qu'ils doivent faire pour accompagner cette vision-là? Est-ce qu'au niveau législatif, le travail est fait pour accompagner cette vision-là véritablement? Est-ce qu'on est tous en synergie? Et quand il y a des problèmes à des niveaux donnés, il y a des rappels à l'ordre qui sont faits. On va jusque, si je ne me trompe pas, jusqu'à la destitution d'une personne qui serait à un niveau donné de la chaîne pour qu'on puisse avoir un nouveau élément qui puisse mieux faire avancer la chaîne. Donc, par rapport à cette vision Bénin à la FIA 2060, moi, je voudrais rester positif, optimiste. Vous me trouverez peut-être un peu trop rêveur, mais je voudrais rester optimiste et totalement positif sur le fait que nous avons au Bénin des Béninois, des hommes, femmes et hommes, et même les enfants, qui sont capables de pouvoir travailler à ce que, au-delà de la vision précédente, nous puissions également travailler à ce que celle-ci puisse parvenir à bout
mais avec le sourire au bout des lèvres de chaque Béninois. Stéphane Akinohassou. Oui, je veux juste dire que le parti a décidé de réfléchir sur la question. Je pense que c'est quand même intéressant parce que ce sont les acteurs politiques qui gouvernent la machine d'État. Et donc, les acteurs de cette formation politique doivent pouvoir internaliser eux-mêmes le concept et savoir où est-ce qu'ils vont et savoir quels sont les outils de gouvernance nécessaires qu'il faut pour une bonne mise en application de cette vision qui, pour ma part, n'est pas du tout utopique. Ce n'est pas du tout utopique. Parce que, vous voyez, tout ce qui est dit là, ce n'est pas... Est-ce qu'il faut seulement venir se faire des assises ou passer à des actes concrets? Oui, tout commence toujours par des assises, par des réflexions. Et donc, il faut démarrer par réfléchir, il faut commencer par réfléchir pour voir tout le mécanisme qui a été mis en place pour la concrétisation de ce rêve-là. Vous comprenez? Donc, c'est quand même intéressant ce que l'Union progressiste fait. Parce que si les acteurs politiques qui aspirent à la gouvernance du pouvoir d'État ne maîtrisent pas la vision que le Bénin, dans son entièreté, partage aujourd'hui quant à l'avenir, ce ne serait pas quand même bien. Et donc, cette démarche-là, je la trouve quand même assez pertinente. Maintenant, il faut que, comme vous le dites si bien, il faut passer maintenant de l'étape des assises à l'étape de la pratique. Maintenant, l'étape de la pratique, ça va dépendre de comment ceux qui gouvernent le pays vont pouvoir appliquer ça. Et donc, c'est par rapport à ça qu'on saura si les acteurs politiques qui essaient d'internaliser ça ont compris l'enjeu, le véritable enjeu de cette vision que je disais tout à l'heure, qui n'est pas du tout utopique, parce que cela participe d'une sorte de vision ou de gouvernail. C'est-à-dire qu'un pays qui ne sait pas où est-ce qu'il va à terme sur une certaine période va toujours naviguer à vue. Et donc, c'est pourquoi moi je trouve cela quand même un outil de travail pour, non seulement pour les acteurs politiques, mais également pour ceux qui vont diriger ce pays-là. Et donc, c'est un instrument de travail. Ça va permettre d'avoir, je ne sais pas, une certaine lisibilité dans les choix qu'il y a à faire, les choix de développement qu'il y a à faire. Ça va permettre de ne pas évoluer en dents de scie, d'avoir une certaine constance sur une durée. Et tout le mécanisme d'évaluation, tout le mécanisme de contrôle qui a été mis en place. Donc je trouve que c'est quand même intéressant. L'envers de ça, c'est qu'il ne faut pas faire rêver les gens et qu'après on constate que ça a été un marché de dupes qu'on a pu faire avec le peuple. Que ce soit sincère la démarche qui est faite là, pour qu'au bout, on puisse se dire que vraiment, on est parti de quelque part pour arriver. C'est vrai qu'aucune œuvre humaine n'est pas faite. Forcément, dans l'application, il y a toujours des contraintes, des contingences qui s'imposent à soi et qui nécessitent des affinements, qui demandent de revoir un certain nombre de choses. Mais le plus important, c'est la sincérité dans la démarche, et qu'après de voir, on a dit qu'on devrait atteindre tel niveau, mais finalement, compte tenu d'un certain nombre de choses, voilà le niveau qu'on a atteint. Et là, ça va être un peu plus objectif par rapport à l'appréciation du peuple, que ce ne soit pas, comme je le disais, un marché de dupes. Et Carole, je trouve qu'au-delà, l'Union progressiste, le renouveau fait bien de pouvoir outiller ses membres et ses différents élus par rapport à comment est-ce qu'il faut mieux marcher dans cette vision-là. Il y a une communication qui a par exemple été donnée par Franck Kineva, qui se trouve être un expert en développement local,
locale. Exactement, et qui a outillé les différents élus communaux par rapport à comment est-ce qu'ils devraient marcher dans cette vision-là pour pouvoir parvenir au résultat. Donc je trouve que c'est déjà bien de pouvoir donner la stratégie à suivre, les démarches à suivre aux différents élus pour que des erreurs ne puissent pas être commises bêtement ou inutilement par ces élus-là. Donc, sur ce point de vue seulement, je trouve que les partis politiques, notamment l'UPR, fait mieux qu'ils avaient l'habitude de pouvoir le faire. Ça répond totalement à l'actualité du moment dans notre pays et j'espère vivement que ça portera de bons fruits. Alors, deuxième sujet à débattre sur ce plateau, il s'agit de la participation record de 75% visée par une plateforme de mouvement de leaders, la plus grosse machine mobilisée autour de Romuald Wardagni. Apparemment, je pourrais tout simplement dire, Stéphane Arinou-Rosso, que ces acteurs politiques ont compris l'enjeu des échéances prochaines. Je ne sais pas si je vais vous décevoir. Je le pressens. Apparemment. Je le pressens. Mais je pense Apparemment. que, à vrai dire, on commence par être étouffé, un peu étouffé. On commence par être un peu étouffé. C'est vrai que c'est bon pour le moral du candidat, qui va certainement se dire que, bon, il y a assez de mouvements qui m'accompagnent, qui me soutiennent. Mais après, c'est qu'il faut pouvoir structurer. Voyez-vous, il faut pouvoir... Moi, je n'ai rien contre ces mouvements de soutien à un candidat. D'une manière ou d'une autre, c'est une élection, il en a besoin. Mais il faut que cela soit structuré. Parce que ça va dans tous les sens. Voyez-vous, il y a dans la revue des titres que Carole a fait tout à l'heure, voyez-vous, j'ai essayé de compter, mais il y a une quinzaine de noms. C'est trop. C'est trop. Ça va au-delà. Hein. Oui, Hier, oui. on a cité 300. Et 300, oui. Donc ça dit que c'est un peu de trop. Et ça peut... Il y en a même un qui regroupe les sportifs ou journalistes. Oui, sportifs, non. À vrai dire, je pense qu'on a même abordé une fois ici déjà ce sujet ici en plateau, où je proposais que tous ces mouvements-là puissent se retrouver. Aujourd'hui, prenez l'exemple au niveau des formations politiques où, grâce à la réforme du système partisan, vous voyez, tous les partis ont réussi à se fusionner ou à fusionner. Et puis aujourd'hui, on a deux grands partis sur l'échiquier politique national. Aujourd'hui, il faudrait que les mouvements également, les mouvements politiques qui naissent ça et là, et qui ont, au demeurant, leur rôle. On ne va pas dire qu'ils n'ont aucun rôle à jouer. Ils ont leur rôle. Mais il faut pouvoir structurer ça pour former, je veux dire, des grands ensembles. Ça va permettre même aux candidats une certaine lisibilité de savoir avec qui il échange. Et sur quelle base il échange. Parce que là, quand ça va dans tous les sens, moi je ne sais pas si ça va être bénéfique. Oui. Ou efficace. Ou efficace. Il faut se poser cette question-là. Donc, je veux dire que l'autre élément, c'est que il faut que les jeunes apprennent à se mettre ensemble. Moi, quand je regarde un peu le parcours de tous les mouvements qui naissent là, dans mon rôle d'analyste, j'ai pu observer qu'il y a déjà, bien avant, il y a un premier mouvement qu'ils appellent la plateforme Jeunesse Wardagni, qui avait annoncé la volonté de réunir tous les mouvements qui souhaiteraient accompagner le candidat Romuald Wardagni. Et cette plateforme Jeunesse Wardagni là a commencé par travailler il y a quand même un certain moment. Alors, quelle est cette nécessité, cette volonté de vouloir créer encore d'autres plateformes? Moi, je ne sais pas, les politiciens sont les politiciens, mais quelle est alors cette nécessité de vouloir créer d'autres plateformes alors qu'il y a déjà une plateforme qui fait déjà ce travail-là? Ou bien, ils décident de se rencontrer et de mettre en place alors un dispositif organisationnel qui leur permet d'avoir une certaine charpente pour qu'on puisse savoir
à partir du sommet jusqu'à la base, comment est-ce que ça se stratifie, comment est-ce que ça s'organise. Et je pense que là, ça va être un peu plus au sérieux. Sinon, on va se retrouver encore dans la dynamique d'une certaine époque qui, à mon avis, est déjà révolue, où à l'approche des élections, chacun crée un petit mouvement dans son sac pour aller faire de la marchandage politique. Donc il faut pouvoir dépasser certaines choses. C'est ça, moi, à mon avis. Je ne voudrais pas jeter de discrédit ou décrédibiliser leur mouvement, mais je trouve que se structurer serait quand même très intéressant pour eux-mêmes et pour le candidat aussi. Je crois que c'est vers cette, si vous permettez, hein, Carole, je crois que c'est vers cette structuration-là qu'ils vont. Je partage vos inquiétudes sur certains points de vue. L'inquiétude sur le fait que quand c'est trop, c'est étouffant, c'est essoufflant. On dit trop de viande ne gâte pas la sauce. Là, ça ne permet pas de bien remuer la sauce. Hein. Faut faire attention. Là, je pense que cet adage, on ne va pas l'utiliser à ce niveau-là. Là, j'ai comme l'impression qu'on est en train de se mettre plusieurs doigts dans les narines. Oui. Et à force de le faire, on étouffe. Moi, je suis content qu'ils aillent vers une certaine structuration parce que quand moi j'observais les choses, je me disais à un moment donné, est-ce qu'ils ne sont pas en train de prendre la place des partis politiques? Est-ce qu'au final, on ne va pas parvenir à avoir, je ne sais pas, une collision entre les mouvements et les partis politiques? Je me fais cette interrogation-là, je dis ça, je ne dis rien, mais quand j'observe, j'ai comme l'impression qu'ils font le job à la place des partis politiques. Et quand j'observe davantage, je me rends compte que derrière certains mouvements, il y a des hommes politiques. Au sein de certains mouvements, il y a des hommes politiques, qu'ils soient de la mouvance ou même de l'opposition. C'est vrai que cette affaire de mouvement et tout le reste, c'est une bonne stratégie pour récupérer les partisans, les potentiels électeurs du principal parti de l'opposition, les démocrates, qui aujourd'hui se trouvent être, par rapport à l'élection du 12 avril à venir, n'avoir pas de candidat. Donc il faut quand même qu'ils puissent aller voter. Il faut les convaincre d'aller voter pour X ou pour Y. S'ils ne peuvent pas adhérer à un parti politique, ils peuvent soutenir un mouvement. Soutenir un mouvement, ce n'est pas adhérer à un parti politique. Ce n'est pas du tout adhérer à un parti politique. Donc je trouve que sur ce point de vue-là, c'est un peu intelligent de pouvoir avoir des mouvements et tout le reste. La structuration, ils appellent à une mobilisation ensemble. Hier, je pense que ce qui a été fait et ce pour lequel ils sont en train de se battre, c'est de dire une chose. Nous allons pour un résultat commun, pour un objectif commun. Mais les 75%, est-ce que c'est réaliste? Si ils se mettent à faire ce qu'ils ont prévu de faire, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire? Ce qu'ils ont prévu de faire, c'est aller sur une mobilisation de terrain, faire une véritable descente. Chaque mouvement, dans chaque zone donnée, par exemple, si vous êtes le mouvement Ferroro, oui, Ferroro, et que vous êtes, je ne sais pas, dans la commune Ferroro, Bus, Ra, etc. Il y a tellement de mouvements qui ont été cités. Tellement. Et puis, bon, maintenant, l'autre où le candidat doit quand même faire attention. C'est-à-dire, il y a un mouvement qui vient, qui dit, lui, il a déjà 300 mouvements. L'autre qui vient pour dire, lui, il a 150 mouvements. Bon. Non. Finalement, quand on va faire, on risque d'avoir, à l'échelle nationale, près de 1000. Près de 1000 ou 2000 ou au-delà. Faisons le point, et de sorte à ce qu'on ne puisse pas aller dans le décor. Ce qu'ils décident, la volonté qui a été affichée hier, c'est de pouvoir avoir une sorte de fédération de tous les mouvements. Ce n'est pas une association de mouvements, non. Ce n'est pas une sorte de regroupement, non. C'est de pouvoir avoir tous les mouvements sur une ligne donnée. Une coalition, c'est ça? À travers une coalition, à travers une plateforme. Ils ont parlé, il y a une plateforme. De sorte à ce que... Cette plateforme existait déjà, non? De sorte à ce que je crois que oui, mais tous les autres mouvements naissants, figurez-vous que hier, des mouvements sont nés, qu'aujourd'hui, des mouvements naîtront, que demain, d'autres naîtront encore. Jusqu'au 12 avril, ils naîtront, les mouvements. Donc, l'idée pour eux, c'est de pouvoir associer tous ces mouvements-là ensemble, de sorte à ce que les stratégies puissent être définies et que la conquête des populations
puisse être structuré, que l'on puisse savoir que dans la 8e circonscription électorale, la façon dont il faut aller vers les populations est différente de la façon dont il faut... Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est faisable? Ils ont leurs outils. Ou est-ce que vous mettez la guerre des intérêts à un moment donné? Ça va finalement s'afficher. Justement, hier, ils en ont discuté à bâton rompu. Et ce que j'ai trouvé de bien, et si j'en parle avec autant de détails, c'est parce que j'y étais hier, pas en tant que parti de... En tant que reporter, bien sûr. J'y étais et j'ai vu que les discussions ont duré au-delà de 3 heures, 4 heures de temps. Il y avait des points d'achoppement, il y avait des moments où les voix montaient, mais ils trouvaient toujours le terrain d'entente. Le consensus. Oui, le consensus. Et c'était parfois compliqué, ça tirait de tous les côtés. Dieu merci, les draps n'ont pas été déchirés. Ils ont pu chacun tenir un morceau du tissu, de sorte à ce qu'au soir du 12 avril, leur candidat puisse être celui élu par le peuple béninois. Là, un instant, oui. Stéphane. Là où vous êtes en train de voir les problèmes, les conflits d'intérêts, et ils se disent que les conflits n'arriveront pas, et c'est un secret de polichinelle. Si on vous parle d'argent, quand on parle d'argent, ils disent que non, il ne s'agit pas d'argent, ils n'ont pas de problème d'argent, ils ont des problèmes de logistique. Donc la logistique viendra, mais chacun a son lobbying, chacun a son parrain derrière. C'est ce qui est quelque peu bien par rapport à ces mouvements-là. Chacun d'eux a un parrain derrière, parfois visible, parfois invisible. Mais ils ont des petits parrains derrière qui soutiennent les actions qui sont menées. De toute façon, exactement. De toute façon, l'initiative qui a été tenue hier a été très bien soutenue, tout s'est très bien passé. Donc, je pense que sur ce point de vue-là, j'espère vivement que le problème ne se posera pas et qu'il n'y aura pas de collision entre les mouvements, sinon ça risque d'être l'hécatombe totale et au final, ils ne parviendront pas à leur résultat. Stéphane. Oui, je voudrais quand même revenir sur deux éléments. Le premier élément, c'est que par rapport à l'inquiétude qu'on pourrait avoir sur les conflits d'intérêts par rapport aux partis politiques, je pense que non. Aujourd'hui, le défi, est-ce que les partis politiques à eux seuls peuvent relever le défi, par exemple, du taux de participation? Il y a tel que les partis politiques fonctionnent, moi je ne crois pas. Il faut des mouvements. L'UPR hier déjà a décidé d'aller sur le terrain. Oui, mais c'est-à-dire que, voyez-vous, les partis politiques ont un mode opératoire, de fonctionnement, qui souvent peut être lourd en termes d'efficacité. Parce que c'est toute une organisation, un parti politique. Mais un mouvement de jeunes, c'est quand même vite fait. Beaucoup plus dynamique. Voilà, un peu plus dynamique. Donc, ces partis-là, d'une manière ou d'une autre, peuvent même asseoir leur stratégie de mobilisation sur ces mouvements-là, qui peuvent être des supports d'action pour ces partis politiques-là. Le problème, ça va être, je ne sais pas si ça va être un problème d'intégration, mais je trouve que chacun peut rester dans son couloir et faire le travail comme cela se doit. Parce que, comme eux-mêmes, les acteurs politiques se plaisent à le dire eux-mêmes, le défi aujourd'hui, ce n'est plus forcément, il y a un défi d'élection, mais le défi aujourd'hui, c'est le taux de participation. C'est le taux de participation. Donc, il faut beaucoup en matière de ressources humaines pour impacter les populations en âge de voter, surtout par rapport à cette question aujourd'hui de primo-votants. Il faut quand même une certaine organisation pour associer toutes les couches socio-professionnelles pour pouvoir impacter ces jeunes-là qui sont déjà sur la liste électorale, mais qui ne le savent pas, qui l'ignorent, ou les parents, par rapport à des questions de logistique, qui ne peuvent pas se déplacer pour aller vers un bureau de vote. Il faut pouvoir mettre en place un dispositif pour accompagner tous ceux-là. Donc, je pense que on aura besoin de tout le monde pour faire ce travail-là. Maintenant, moi, mon problème, c'est le problème de l'organisation de ces mouvements-là. Parce que quand c'est comme ça, je trouve même que c'est de la dispersion
de l'énergie ou bien de la dispersion d'énergie. Et puis, l'autre problème que ça crée, c'est l'éternelle guerre de leadership, où chacun veut faire valoir son ego. Moi, je ne veux pas me soumettre à X ou Y pour faire le travail, alors que, bon, si nous savons que l'objectif est le même, si nous savons que le défi est le même, il n'y a pas de superstar à faire, il n'y a pas de leadership à faire valoir, il y a à mettre en place de stratégies pour atteindre l'objectif qu'on s'est ensemble fixé. Parce que après, c'est que on peut se dire que les gars, ils sont en train de faire ce jeu-là pour se repositionner. Et puis, ça ne fait pas trop sérieux aussi. Alors, cette oui, Atemi, la forte mobilisation qu'on constate, traduit-elle une adhésion populaire réelle ou une stratégie? Non, je dirais pas une adhésion populaire réelle, parce que la plupart des personnes que nous voyons dans les mouvements, c'est des personnes que nous voyons, que nous connaissons. Les populations, vous et moi, savons où elles sont. Une adhésion populaire réelle, c'est qu'au soir du 12 avril qu'on pourra véritablement le dire. Et c'est à l'entame des campagnes. C'est une stratégie politique? Au minimum, c'est une stratégie politique. C'est une stratégie. C'est vrai que j'ai aimé la belle organisation que j'ai vue hier. C'était structuré. Stéphane parlait tout à l'heure des primo-votants, les néo-votants, qui ne savent même pas qu'ils sont sur la liste électorale. Évidemment. Parce que la façon dont les choses se font maintenant, ce n'est plus comme avant où il faut aller chercher une carte d'électeur pour aller voter. Non, au fur et à mesure que vous avancez en âge, dès que vous atteignez l'âge du vote, bim, vous êtes sur la liste électorale. Mais vous ne savez pas. Parce que vous vous dites, personne ne m'a dit telle ou telle autre chose. Ils ont trouvé des stratégies et être en contact avec les sécu, les chefs de village, les chefs d'arrondissement, pour pouvoir identifier tous les néo-votants des différentes circonscriptions électorales, des différents hameaux, et aller vers eux, de sorte à pouvoir leur donner leur carte, c'est moi. Les cartes, c'est moi, ont déjà même été faites. Et j'ai fait, ah ben waouh, ils réfléchissent à la place des autres. Les autres sont tranquillement en train de dormir, mais ils réfléchissent. Ils ont hier sorti beaucoup de petites idées qui sont même déjà mises en place, qui ont déjà été expérimentées pour les communales et les législatives. Il y a eu des couacs à ces niveaux-là, et eux aussi... Ils entendent maintenant corriger. Exactement, corriger pour les présidentielles à venir. À certains niveaux, par rapport aux communales et aux législatives, le suivi qui devait être fait n'a pas pu être fait. On devait gongonner ou alerter les populations par rapport à telle ou telle autre chose. Ça n'a pas été fait. Cette fois-ci, ils ont pris les mesures pour que cela puisse véritablement se faire. Et déjà, à partir d'aujourd'hui, la machine est lancée pour que, au soir du 12 avril, le résultat soit meilleur par rapport au taux de pourcentage de ces élections, de cette élection présidentielle à venir là. Non. Oui, allez-y. Donc pour finir, je dirais que ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront davantage toucher de population, qu'elle soit jeune ou qu'elle ne soit pas jeune, qu'elle soit de la mouvance présidentielle ou qu'elle ne soit pas de la mouvance présidentielle, parce qu'au-delà de tout, il faut observer une chose, c'est qu'au niveau du parti Les Démocrates, les partisans sont là. Ils ne savent pas pour qui voter encore. Ils sont là, ils réfléchissent. C'est un peu comme quand s'ils étaient dans le vent, et il faut pouvoir une bonne girouette ou une bonne poussée pour pouvoir les orienter vers la bonne direction. Et cela pourrait être à leur avantage s'ils parvenaient. Alors c'était là ma question. Quel impact pour l'adversaire d'en face, Stéphane Arinoroso? Est-ce que vous reposez la question? Quel impact pour l'adversaire en face? Quel impact pour l'adversaire en face? Bon, est-ce que je parlerai en termes d'impact? Peut-être négatif. Parce que l'adversaire en question, lui-même, sait que... Bon... Non, vous n'allez pas dire ça. Non, l'adversaire même sait que par rapport à toute la machine qu'il y a devant, ses chances sont... Ça me nuise de plus en plus. Non, c'est pas que ça me nuise, elles sont minces en fait. Sont très minces. Sont très minces. Ces chances sont très minces. Bon, non, mais après, tout à l'heure dans la revue, Carole a dit qu'il y avait le mouvement des jeunes de FCBE. Oui, c'est tant mieux. Il y a déjà du répondant. Oui, c'est tant mieux, mais par rapport à ce qui se fait en face, vous avez vu depuis c'est rien de comparable. Durant la une, le nombre de mouvements, le nombre de soutien pour Wadaï. Oui. Et avant de venir dire un seul mouvement de jeunes qui
qui soutiennent il y a un la déséquilibre. FCBE. Il y a un déséquilibre et je ne sais pas pourquoi les gens, je ne fais pas de la campagne ou de la propagande, mais je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas aller vers le duo candidat c'est Ouanou, oui. Ouanou, je ne sais pas, parce que, voyez-vous, quand c'est comme ça, moi j'ai de pincement au cœur pour ce duo candidat qui, bon, c'est vrai que récemment ou dernièrement, ils ont fait quelques sorties qui pourraient faire une certaine opération de charme ou de coup de charme communicationnel. Mais ça, c'est très tôt, instant. Oui, très tôt, parce que ce qui est en face est très lourd. Est très lourd. Et donc, bon, je pense que le jeu va continuer comme ça. Et on verra bien ce que ça va donner. Moi, je m'étais dit qu'avec le rapprochement de Fred Ouenou, même si Hugues, de là où il est, ne serait pas du tout d'accord avec moi, avec le rapprochement de Fred Ouenou, je me disais qu'il allait quand même un peu animer les choses. Mais bon, ça recommence pas à dormir encore. Et je ne sais pas pourquoi l'heure n'est plus au sommeil. Les bonnes choses démarrent déjà. Il faut que ce duo candidat-là se réveille. À moins de, on est à 40 jours. De 2 mois. Hein? Oui, on est à 40 jours, je crois, si je me trompe pas, 40 ou 41 jours. Je sais plus. Oui. Alors, la même question pour vous, cet ATMI, quel impact pour l'anniversaire en face? Des impacts négatifs, on va le dire de cette façon-là. Impact négatif. Premièrement, ça doit créer la psychose, ça doit faire peur de savoir qu'il y a autant de mouvements qui soutiennent l'adversaire en face et qu'il n'y en a pas autant qui nous soutiennent nous autres. Et donc, c'est un impact négatif pour le camp d'en face, la FCBE, et elle devrait, à mon avis, faire en sorte de s'en servir pour pouvoir davantage convaincre les populations. Et puis, il y a une chose à dire, c'est que les potentiels électeurs du parti LD, ils sont là. Et c'est un peu comme du pain béni. Qui se trouve être là, le plus rapide, le plus malin, le plus stratégique pourra s'en approprier. Les autres sont en train de définir leur stratégie pour pouvoir se rapprocher davantage d'eux. Qu'est-ce que vous, FCBE, vous faites pour mieux vous rapprocher d'eux? Dans ce studio, on a parlé longuement. On a dit qu'il fallait éviter, mettre de côté les orgueils et pouvoir se rapprocher, étant donné qu'on est frères et qu'on est presque nés du même père. Il faut se rapprocher. C'est la meilleure façon. La FCBE aujourd'hui a plus, je veux dire, de facilité ou même de motifs, de mobile pour pouvoir s'approprier les électeurs du parti LD que les partis de la mouvance présidentielle. Ils en ont davantage, parce que eux, ils viennent de la même origine. D'accord? Donc facilement, on devrait pouvoir le faire. Mais ils ne le font pas, pour les raisons que nous tous, nous savons. Alors qu'il y a... Mais on a toujours dit, ou certains pensent que Paul Rompé a toujours joué un rôle. Quand c'est comme ça, est-ce qu'il y a un véritable... Vérité, je le dirai tout simplement comme ça. Ah, d'accord. J'espère que vous allez pouvoir comprendre. Je capte déjà. Alors, quand c'est comme ça, on n'a rien à perdre, on n'a rien à gagner non plus. Non. Est-ce que on peut vraiment mettre sur pied des stratégies pouvant vraiment aider, pousser à avoir plus de citoyens acquis à notre cause? Oui, c'est totalement possible. C'est totalement possible. Vous savez, il faut aller au niveau idéologique ou socio-culturel du Béninois. Vous savez, c'est une personne qui a la facilité à avoir de l'empathie pour les gens. Donc, si vous jouez bien la victime, et là, il faudra vraiment bien la jouer, le Béninois va vous soutenir. Parce qu'il n'aime pas qu'on puisse faire injustice à quelqu'un. Le Béninois n'aime pas trop ça. De façon socio-culturelle, nous n'aimons pas ça. Donc, il suffira bien de bien jouer la victime et d'aller se présenter devant les populations, de faire le job qui doit être le leur, et on les soutiendra. Il faut pouvoir trouver le filon, première chose. Deuxième chose, il faut trouver les leaders qu'il faut et se mettre derrière eux, pas devant eux. Se mettre derrière eux ou au mieux à côté d'eux et se faire accompagner par eux pour aller vers ces populations. Chose difficile actuellement. Chose compliquée, on va dire ça de cette façon-là. Merci, c'est ATV. Merci, Stéphane Arinou-Rossou.